vous êtes coupable. Vous êtes coupable d'avance, coupable par soupçon avéré, dirait l'autre, ministre de l'Intérieur, et vous serez puni, rassurez-vous, bien au-delà de votre crime, à moins que vous ne confessiez et que vous n'expiez volontairement votre très grande faute. Entendez-vous, mes chers amis, cette petite musique qui commence à résonner dans les médias et qui nous tourne autour? Hier matin, c'était une étude de l'OFCE qui a fait dire au journal Les Échos que, je cite, « La consommation de l'épargne accumulée sera la clé de la reprise ». L'OFCE estime en effet que 75 milliards d'euros d'épargne forcée a été accumulée depuis le début du confinement. Oui, moi j'avais en tête un peu moins de 100 milliards, donc on est dans les mêmes ordres d'idées. Le problème, c'est que loin de se résorber, cette épargne continue d'augmenter encore aujourd'hui. Et selon le vénérable directeur de l'OFCE, Xavier Timbaud, dépenser la totalité de cet excédent d'épargne, ces 75 milliards, permettrait de réduire de moitié la perte d'activité du confinement. Magnifique! Voilà la solution à tous nos problèmes. Mes amis, consommons, dépensons sans compter. L'avenir de la nation en dépend. Faisons notre devoir civique de citoyen. Consommons, consommons et consommons encore. L'avenir de la nation en dépend. Je devrais plutôt dire l'avenir de la nation en dépendrait au conditionnel. Car tout cela est complètement, mais alors absolument foireux. Chers amis, ici Guy de Lafortelle, vous me connaissez peut-être, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire en description, c'est toujours gratuit, c'est toujours 3 à 4 fois par semaine, et si vous avez un petit peu d'épargne, vraiment, mettez un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la et inscrivez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications parce que ils sont en train de venir chercher notre épargne. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais on est en train de passer une étape. Et nous allons aujourd'hui parler de cette étape et plus particulièrement de ces hauts fonctionnaires qui ne supportent pas, de vous voir en détenir de cette épargne honnie et du mécanisme qui conduit, diront-ils, à mobiliser cette épargne, moi je dirais plutôt à nous la confisquer. Alors, parmi tous ces gens, nous avons l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, créé sous Raymond Barre. Cet observatoire est affilié à Sciences Po et c'est devenu au fil du temps une espèce d'agence de propagande de l'État, mi-keynésienne, mi-marxiste, complètement européiste, et surtout une véritable boussole qui montre le sud, ce truc. C'est incroyable. L'OFCE, c'est-à-dire depuis, en 1997, l'OFCE estimait que les 35 heures étaient le moyen le plus efficace pour réduire de manière significative le niveau de chômage dans un délai raisonnable. On attend toujours, hein. Et ça, c'était en 1997, c'était il y a longtemps. Si on revient un peu plus proche de nous, entre 2014 et 2016, les gens de l'OFCE ont tenté, contre vents et marées, de voir cette fameuse inversion de la courbe du chômage dont François Hollande avait promis, et il voulait absolument sauver les chances d'un second tour, d'un second quinquennat pour François Hollande. Mais cette inversion n'a jamais dépassé le stade du mirage ou de l'hallucination. Il n'y a qu'à l'OFCE qu'ils ont vu un début d'inversion de courbe. Autre que des petits pouillis conjoncturels, j'entends. Hein. Mais ils ont tout de même réussi par la suite à continuer et à prévoir une forte décrue du chômage jusqu'en 2021. Encore raté. Ces gens
veulent voir le chômage s'effondrer. Et ils n'y arrivent pas. Alors en 2017, ils ont un peu changé de sujet. Ils ont proposé de transférer le poids des prélèvements sociaux des entreprises qui n'embauchent pas assez à leur goût vers les propriétaires immobiliers en imposant un fameux loyer fictif aux propriétaires occupants. C'est assez simple, c'est comme si l'on estimait que vous vous versiez un loyer à vous-même et que bien évidemment ce loyer était imposé sur le revenu. Et oui, mon cher lecteur, mes chers amis, devrais-je dire, j'ai écrit cette lettre avant de vous l'enregistrer. Nous sommes dans un de ces cénacles de fonctionnaires où le salaire, c'est bien. Sauf fonctionnaires, ils ont le salaire à vie, vous pensez bien. Mais l'épargne, c'est mal et la propriété encore plus. Alors, les pauvres, je les attaque, mais ils ne sont pas les seuls. Le coût du loyer fictif, c'est quelque chose qui a été défendu assez farouchement également par France Stratégie, petit rejeton du feu commissariat au plan, et à l'époque de la dernière élection présidentielle, son patron, Pisani-Ferry, qui était l'instigateur, même le rédacteur du programme de Macron. Et eux aussi voulaient absolument, ils détestent la propriété privée immobilière. Il n'y a pas encore que. À plus haut niveau, il y a Madame Lagarde, Christine, qui, c'était quoi, je crois que c'était en octobre dernier, n'a pas hésité à déclarer, avec toute sa verve et toute sa gouaille, que on sera plus content d'avoir un emploi qu'une épargne protégée. Alors, peu importe que la BCE n'ait absolument aucun mandat politique, notre grande présidente n'hésite pas à assumer l'incroyable transfert de richesse des épargnants. Alors elle, vous faire croire que c'est vers les salariés. Mais alors j'ai écrit beaucoup, je vais pas revenir dessus sur cette vidéo, mais j'ai beaucoup écrit sur le sujet. Non, le transfert, il n'est pas entre les épargnants et les salariés. Il est vers des banquiers, des financiers et de la très haute bourgeoisie d'affaires. Il suffit de voir qui sont les personnes qui s'enrichissent énormément depuis 10 ans. Et c'est pas les salariés. Et donc aujourd'hui encore, pour aller sauver ces espèces de groupes de milliardaires capricieux qui ne veulent pas s'occuper de leurs entreprises, vous et moi devons consommer, dépenser pour faire tourner la machine, payer des salaires, permettre aux entreprises de faire des profits. Je précise que l'on ne vous a pas demandé votre avis. On l'a déjà fait. L'État l'a déjà fait pour nous en sauvant au prix fort les actionnaires milliardaires de Fnac Darty ou d'Air France, dont on se demande bien d'ailleurs comment les avions vont bien pouvoir continuer à voler sans émettre de CO2. Habituellement, c'est très pratique pour eux, le CO2, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je dis pas qu'il fallait pas soutenir notre économie pendant la crise, mais sauver avec des chèques en blanc absolument tout l'appareil productif et surtout tous les actionnaires derrière sans que eux retapent et fassent évoluer et s'occupent. Vous, si vous êtes propriétaire et que votre maison a un problème, c'est à vous de vous en occuper, hein, c'est pas aux autres. Mais voilà, l'État a payé, et plutôt que de demander aux entreprises derrière de s'adapter, c'est à nous. Consommons. Vous, consommez ou périssez, c'est le titre de cette lettre. Mais c'est totalement ironique. Sur la page même de l'article des Échos, le journal fait sa pub pour une de ses vidéos qui nous explique que le pire est devant nous. En plein milieu de l'article, vous avez cet encart, une vidéo des Échos, faillite, licenciement, le pire de la crise est devant nous. Le pire de la crise est devant nous, faillite, licenciement, le pire de la crise est devant nous. Voilà ces gens qui n'hésitent pas à relayer l'injonction de consommation du gouvernement, tout en admettant que nous ne faisons qu'entrer dans cette crise et qu'au contraire, nous ferions peut-être bien de nous préparer à l'affronter. Et donc, plutôt que de consommer, il faudrait peut-être bien mettre de côté, au contraire.
Mais c'est la guerre, mes chers amis. Mais c'est la guerre pour les ressources. Et la ressource suprême en ce moment dans nos économies, en ces temps de crise, notre ressource, c'est notre épargne. C'est notre épargne. Et peu importe que vous l'ayez gagnée à la sueur de votre front, patiemment, année après année, peu importe que vous l'ayez constituée pour vous mettre à l'abri du besoin, pour passer les crises, pour passer les orages et les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que votre sagesse, notre sagesse est punie. Bien évidemment qu'il faut être prêt à des événements comme ça. Bien évidemment qu'il va falloir de l'épargne de côté pour les cas où tout va mal. On sait bien que ces choses arrivent. Mais non, aujourd'hui, ils paniquent. Ils paniquent face à leur gestion catastrophique du confinement. Et avec cette gestion, l'explosion absolument monumentale de dette qui est en train de nous faire diverger de l'Allemagne. Et ça, diverger comme on le fait en ce moment, c'est l'euro qui est en danger. Tout le monde qui panique, alors il faut absolument consommer à tout prix, n'importe quoi à vrai dire, peu importe si c'est pas français, peu importe si ça pollue, peu importe, il faut consommer la reprise. Mais c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. C'est tout l'inverse qu'il nous faudrait entreprendre. Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire aujourd'hui? Au contraire, peut-être qu'il faudrait nous arrêter un instant, prendre le temps et nous poser la question, puisqu'on a réussi à confiner pendant 3 mois, on peut peut-être prendre quelques semaines de plus, ou on aurait pu le faire à ce moment-là, plutôt que de sauver tout le monde sans y réfléchir. À quoi nos têtes, nos bras, sont-ils véritablement le mieux employés? Personne ne se pose cette question-là. Faut-il vraiment mobiliser 15% de notre industrie pour fabriquer des voitures et contribuer à faire de la France et du monde un embouteillage géant 2 fois par jour? Mais quand on sauve Renault de manière totalement complète et unilatérale, on répond à cette question. Et on dit oui, il faut construire plus de bagnoles. Mais et pourtant il faut qu'on se la pose. Je suis désolé, moi j'ai pas la réponse, mais je crois pas qu'on l'ait encore avant de décréter que on va tous devoir rouler en Tesla et Renault Zoé, que de toute manière l'immense majorité d'entre nous ne peuvent même pas se payer. Est-ce que il faut continuer à dépenser des milliers ou des milliards d'euros, dans des TGV transeuropéens pour relier l'Europe entre elles et laisser à l'abandon nos transports locaux et tout simplement notre capacité à nous déplacer de manière douce entre chez nous et notre lieu de travail? Avons-nous réellement besoin d'autant d'avions, de voitures, de téléphones, d'écrans? Mais en fait, le seul moyen de savoir de quoi nous avons vraiment besoin au fond, mais si vraiment on a besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde, d'avoir la dernière voiture à la mode, une télé géante ou que sais-je. Mais le seul moyen, c'est de nous mettre au régime de la croissance afin de distinguer ce qui nous est réellement essentiel. On ne peut pas le faire sans se serrer un peu la ceinture. C'est absolument évident. Mais comment voulez-vous que nous répondions à ces questions? Comment voulez-vous que cette transition se fasse si nous continuons à payer tous les salaires de tout le monde, quoi qu'il fasse? Comment voulez-vous que les gens, après, s'adaptent et changent de métier selon là où on a vraiment besoin de nous? Comment voulez-vous que cette transition se fasse si les nouvelles générations, je comprends, c'est pas facile de rentrer sur le marché du travail en septembre, d'accord, mais si on fait des plans qui vont les inciter à faire les mêmes métiers que nous, de la même manière, dans les mêmes entreprises, à coup de grands plans publics, tout aussi coûteux qu'inefficaces, comment est-ce qu'on va changer si on fait tout pour que rien ne change? Comment voulez-vous que cette transition se fasse si en plus nous exigeons maintenant la dépense immédiate et irréfléchie de nos maigres revenus? Cela n'a absolument aucun sens. Comment voulez-vous que nous accordions une valeur réelle à nos entreprises, à nos usines, à nos services, si nous sauvons absolument tout le capital de tout le monde, de tous ces milliardaires qui, aujourd'hui, seraient incapables de survivre sans des taux ultra bas et le soutien aveugle de l'État? Il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui de devoir avoir une économie perpétuellement sous perfusion des marchés financiers. Et pourtant,
C'est de ça dont rêve l'OFCE, France Stratégie, ou Madame Lagarde, cette espèce de monde où tout le monde a un travail, personne n'a d'épargne. Mais ça existe, ce monde. Ça s'appelle l'URSS. Et c'est une énorme, énorme, énorme catastrophe. Lorsque vous avez 10 ou quelques dizaines de personnes dans un bureau qui décident de ce que nous devrions produire, ce que nous devrions consommer, bah, généralement, on finit avec un truc comme le plan Goël-Ro. Quelque chose, moi j'aime beaucoup le plan Goël-Ro. C'est le papa de tous les plans quinquennaux. C'est le plan Goël-Ro de 1920, et c'est qui a été conçu. C'est Lénine qui, un beau matin, s'est réveillé et a décidé que, cette phrase est absolument magique, le communisme, c'est le gouvernement des soviets plus l'électrification de tout le pays. Ah, on est en 1920. 10 ans plus tard, ils étaient encore en train de construire des centrales au milieu de la taïga, au milieu de nulle part, et pour rien. Pourquoi? Parce que le plan avait donné un objectif de puissance délirant, mais que personne n'avait précisé que tant qu'à faire, il fallait que l'électricité puisse être accessible aux populations. Alors j'exagère, c'est pas toutes les centrales qui ont été construites comme ça, mais il y en a une bonne partie quand même. Hein. Mais aujourd'hui, ces idéologues qui font passer leur idéologie avant les hommes et les femmes que nous sommes, mais ils sont en train de nous refaire le coup du plan Goël-Ro. Ils sont en train de décider que on va aller construire plein de Tesla et plein de Renault Zoé, même si c'est pas de ça dont nous avons besoin au fond. Aujourd'hui, on pourrait refaire la phrase de Lénine et dire « Le progressisme, c'est la gouvernance mondialisée et la lutte contre les émissions de CO2 ». C'est pareil, c'est une aberration totale. On ne peut pas réduire une économie à une phrase, et même une société. Il faut bien comprendre qu'il y a 3 étapes dans un cycle économique classique. Le cycle tel qu'il est décrit, je vous en parle de plus en plus souvent, le cycle de Clément Juglar, qu'il décrit en 1860, les 3 phases du cycle classique, l'expansion, la crise, et celui qu'on oublie tout le temps, la liquidation. La liquidation, c'est ce moment absolument nécessaire après une crise où les entreprises les plus faibles disparaissent, où les moins bien gérées font faillite, ou alors se font absorber par des entreprises plus fortes, plus robustes et mieux gérées. C'est aussi le moment où des secteurs entiers, obsolètes, laissent leur place à de nouvelles idées, à de nouveaux secteurs, et c'est le moment où nos économies se régénèrent. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas de consommation, c'est de nous régénérer. Parce que si nous n'avions liquidé aucune crise au 19e siècle, comme ce que nous refusons de faire depuis l'an 2000, et même un peu avant, mais on va commencer par là, mais nous serions encore avec une vingtaine d'entreprises de chemin de fer en France, et il nous faudrait 2 jours et 5 changements pour aller de Lille à Marseille. Ça serait ça aujourd'hui le chemin de fer si on n'avait jamais liquidé les crises, les grandes crises du chemin de fer du 19e siècle. Et nous en serions encore au charbon et au bec à gaz, on serait encore à des années-lumière de toute considération écologique. Il faut liquider. Je dis pas que ça fait plaisir à personne. Je dis pas que ça me fait plaisir. Mais tous ces gens refusent de voir la réalité, ils refusent de réfléchir, ils refusent de prendre leurs responsabilités. Ils refusent de liquider et de nous libérer enfin de nos erreurs passées. Faisons tous des erreurs, il n'y a pas de problème, l'erreur est humaine, on le sait, persévérer, c'est diabolique. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on persévère encore. Ils exigent de nous que nous consommions immédiatement notre épargne, si nécessaire pour affronter une crise si longue, si pénible, si douloureuse qui s'étend devant nous. Et non, il faut consommer, consommer, consommer. Ces mêmes gens qui derrière vont nous dire qu'il faut sauver la planète, oui, mais il faut sauver la planète et consommer en même temps. C'est l'injonction contradictoire. Et c'est une folie furieuse. Mais nous ne sommes pas fous. Jamais nous n'accéderons à cette injonction contradictoire. C'est une certitude. Jamais vous verrez, dans 2 mois, dans 3 mois, un beau titre dans les mêmes échos, ça y est, on a dépensé notre épargne,
c'est magique, l'économie est repartie. De toute manière, c'est pas comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont venir nous voir. Et on va se faire traiter de mauvais français, et ça, y a pas de problème, hein. Peut-être même qu'on va nous traiter de nouvelles pestes brunes, de petits bourgeois pétainistes, conspirant contre la France. Ils vont te trouver qu'on conspire contre la France, parce qu'on ne consomme pas. La France, qu'ils confondent avec eux-mêmes, d'ailleurs, hein. On va se faire souiller d'insultes, hein. Soyons prêts. Et ils vont se fouiller d'insultes, on va se faire souiller d'insultes pour se faire forcer à consommer, et on va se faire saisir nos épargnes. Cela viendra, soyez-en sûrs, c'est une nécessité. La réalité est que les banques centrales ont déjà perdu le contrôle. J'en parle beaucoup dans mes lettres, dans d'autres vidéos. Les banques centrales savent déjà qu'il faudra, par nécessité, baisser encore les taux. Les baisser profondément, à moins 4%, peut-être moins 6%. Je vous en parle souvent, Kenneth Rogoff, c'est vraiment le missionnaire des taux profondément négatifs, parce que en 2001 et en 2008, les autres crises, on a refusé de liquider. Ben, quand on refuse de liquider, il faut baisser les taux, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Alors beaucoup prévoient une sorte de grand soir financier, un grand effondrement de nos monnaies, peut-être dès l'automne, un retour à l'âge de pierre, au troc. Bon, bien sûr, c'est pas impossible, hein. Mais à mon avis, avant cela, avant qu'on arrive à un grand effondrement, on aura tellement souffert que je serais pas surpris que le jour où un truc comme ça arrivait, ça serait presque un soulagement d'en revenir au troc. Parce qu'avant cela, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire avant d'arriver à une hyperinflation type Weimar. Et la première chose à faire, c'est les taux profondément négatifs qui sont notre horizon. Ces taux qu'il faut bien voir seront directement prélevés sur nos comptes courants. La banque ne peut pas compenser moins 4, moins 6%. Nos comptes courants, nos épargnes, nos livrets, nos assurances vie, c'est inévitable. Et en plus, on vous dira que c'est nécessaire, c'est citoyen. Et je ne dis pas que tous ces gens-là le souhaitent. Mais en refusant de liquider, ils rendent cet horizon inévitable, nécessaire. Si on refuse de liquider, pour maintenir les entreprises zombies à flot, il faut baisser les taux. Et ça veut dire la taxe suprême, la taxe sur nos dépôts, la taxe sur notre épargne. Aussi petite soit-elle, peut-être pas dès le premier euro, mais vous n'allez pas pouvoir commencer à 1 million ou 500 000 ou même 100 000 euros. Ça, ils sont en train de nous interdire d'être autonomes, autosuffisants. Nos épargnes vont être grignotées petit à petit, puis de plus en plus fort, pour nous obliger à cette consommation dont on voit bien qu'ils ne savent pas se passer. Il va falloir que l'inflation reprenne. Il y a un autre article des Échos qui dit il faut qu'on laisse l'inflation reprendre. Mais ils n'y comprennent rien. L'inflation, aujourd'hui, elle va se transformer en hyperinflation. Mais je me suis trompé, en fait, mes chers amis. J'aurais pas dû appeler cette lettre « consommer ou périsser ». Mais consommer et périsser. Parce que si on consomme et si on commence à faire repartir l'inflation, mais derrière ça va se transformer en hyperinflation, consommer ne résout rien. Cela ne fait que retarder un peu l'heure des comptes. Cela fait retarder l'adaptation inévitable de nos sociétés à notre milieu, à notre environnement, à notre monde. C'est pas parce qu'on consomme qu'on s'adapte. C'est exactement l'inverse. Plus nous consommons aveuglément, moins nous nous adaptons. Parce que bien évidemment, il va y avoir de l'inflation, mais il va y en avoir plus d'un côté moins que l'autre. On va forcément évoluer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Mais bien sûr qu'il y a une solution. On n'est pas obligé d'accepter ça. Si le jeu démocratique aujourd'hui, à mon avis, était détourné au point de nous ôter toute représentation véritable, il reste en notre pouvoir de faire la grève. Et là, je parle pas la grève du travail, je parle de la grève de l'épargne, la résistance passive, la résistance des prévoyants, des doux, des humbles, l'exercice de notre liberté fondamentale contre ces gens viciés, contre l'oppression de ces gens. Il nous reste toujours la liberté de dire non. On a toujours, chacun, en nous, la capacité de dire non, ça je suis désolé, c'est pas pour moi. Et à vrai dire, ce n'est pas très difficile au fond, avec un peu d'or physique, de l'immobilier, du foncier peut-être aussi, les outils de notre subsistance, y compris pourquoi pas en investissant dans des entreprises locales directement.
avec quelques obligations d'État, des OAT, détenues en direct pour remplacer avantageusement nos fonds d'assurance vie. C'est quelque chose dont je parle énormément, l'obligation en direct. Parce qu'une obligation, quand les taux baissent, augmente. Et nos fonds euros, eux, sont obsolètes. Donc, des obligations pour rester liquides et générer un rendement positif. Donc, ces mesures existent. Elles permettent de débancariser presque totalement notre épargne et à notre avantage en plus. C'est pas si difficile en fait. Les freins sont essentiellement en nous. C'est la peur de changer, c'est la peur de dire non. Mais j'explore ces voies depuis des années. Encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, essayez les dossiers d'investissement que je publie, risquez profit. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas très difficile avec un peu de bonne volonté. Et surtout, n'oublions pas le plus important, entraidons-nous, nos proches, nos amis, nos familles. S'il vous plaît, c'est moi qui vous le demande, faites-leur suivre cette vidéo, je crois qu'elle est importante, partagez-la, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications, mais vraiment, on ne peut pas aujourd'hui accepter, que la solution à la crise actuelle extrêmement profonde soit juste plus de consommation. Et là, pour le moment, on nous le demande gentiment, mais il est certain qu'on ne va pas le faire, parce que nous sommes des gens prudents, et que qu'on va nous forcer la main, et que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se mette en position de refuser de se faire forcer la main. Alors je vous souhaite à votre bonne fortune, merci de m'avoir écouté. C'était donc Guy de Lafortelle, l'investisseur sans costume.